Le prisonnier d'Azkaban est immédiatement salué par la critique. Jusqu'ici, c'est le film qui fait le meilleur score au box-office. Les personnages ont quitté le monde de l'enfance et de l'innocence de Chris Columbus. C'est qu'un bébé après tout. Pour l'univers beaucoup plus sombre d'Alfonso Cuarón. Je vais le tuer! On aurait dit que ce n'était plus la même franchise. C'était torturé, âpre et sinistre. Regorge de magie noire. Oh, j'en doute. Après 3 films en 4 ans, le producteur Chris Columbus a une décision à prendre. Rester pour 10 années de plus ou rentrer chez lui. Il décide que pour lui, c'est... Terminé. Et Alfonso Cuarón, le dernier réalisateur? Terminé. Cela aurait-il un rapport avec l'arrivée de celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Les enfants étaient terrifiés. Et qu'en est-il des acteurs principaux? Terminé. Presque. À la fin du 3e film, les enfants se demandaient s'ils allaient revenir. Ils sont arrivés et ils se sont mis à renvoyer tout le monde. C'est une blague? Il y a eu beaucoup de cris ce jour-là. Avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la saga atteint de nouveaux sommets créatifs. Mais ce n'est encore qu'un début, car il faut à présent s'atteler au tome suivant, Harry Potter et la Coupe de Feu. Je me suis dit, ils nous prennent pour des magiciens ou quoi? Comment on va faire? J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, je n'en menais pas large. Car en plus de faire face à des attentes de plus en plus élevées, l'équipe est confrontée à un problème de taille, littéralement. Lorsque la coupe de feu est parue, je l'ai pris dans mes mains et je me suis dit « Waouh !» La Coupe de Feu ne déroge pas à la règle. Il est plus long que tous les tomes précédents. Il faisait plus de 7 cm. À partir du tome 4, les livres sont devenus incroyablement longs. Quand j'ai vu le roman, je me suis dit qu'ils allaient forcément le faire en 2 films. Comment on allait faire pour raccourcir ça? Anxieux. La Coupe de Feu est très intéressante d'un point de vue narratif, parce que pendant presque tout le long, on a l'impression qu'il ne s'agit que d'un simple roman d'aventure avec le tournoi des 3 sorciers. Le tournoi des 3 sorciers réunit 3 écoles. Chaque école choisit un champion qui doit réussir une épreuve. 3 tâches extrêmement dangereuses. La première, attraper un œuf d'or gardé par un dragon. La deuxième, récupérer un trésor au fond du lac Noir. Et la troisième, être le premier à trouver le trophée caché dans un labyrinthe truffé de pièges pour être sacré grand vainqueur. Mais quand on arrive vers la fin du livre, tout à coup, tout change. Ah oui, le Seigneur des Ténèbres, la mort de Cédric et tout ça. Mais avant d'aborder ces sujets macabres, il s'agit de décider ce qui doit être supprimé de cet énorme pavé. C'était horrible. Et malheureusement pour Chris Rankin, son personnage, Percy Weasley, fait partie de ceux qui disparaissent. S'il vous plaît, il se trouve que moi, je suis le préfet. Comme j'avais lu les livres, je savais que Percy y jouait un rôle relativement important. J'ai dit à David Heyman que je trouvais dommage que Percy ne soit pas dans le film. Dans le livre, Percy est l'un des juges du tournoi des 3 sorciers, donc ça aurait été un développement intéressant pour le personnage. Vous semblez avoir beaucoup réfléchi à la question. Et il m'a dit quelque chose d'extrêmement sensé. Il m'a expliqué que le film s'appelait Harry Potter et... Donc, la question que l'on devait se poser, c'était « Est-ce que c'est important pour Harry Potter, oui ou non ?» Et pour Chris, le verdict est sans appel. Terminé. La Coupe de Feu se retrouve donc avec un Weasley en moins. Maintenant, je suis vraiment déprimé. Qui dit gros film, dit gros budget. Le budget était énorme pour le 4e film. 150 millions de dollars, le plus gros jusqu'ici. Mais malgré un budget conséquent, les délais sont très serrés. 50 semaines de tournage et 20 semaines de montage. On allait en passer des nuits blanches. Dans ce film, tout est plus grand. Le livre, le budget, mais également les enfants. Et compte tenu de l'évolution rapide de la technologie en matière d'effets spéciaux numériques, David Heyman et la Warner ont besoin d'un réalisateur capable de faire face à ces nouveaux défis. Les 2 premiers parlaient de l'émerveillement d'être un sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Chris Columbus était génial avec les jeunes enfants.
C'était très intelligent de la part d'Alfonso de dire qu'on allait commencer à aborder l'anxiété d'être adolescent. La ferme! La ferme! Les acteurs grandissent et avec l'âge, leur jeu change. Donc, à partir de la coupe de feu, les personnages vont commencer à avoir des relations et des comportements quasi adultes. Trouver un réalisateur capable de gérer ça est donc crucial. Et je pense qu'ils ont choisi la personne idéale. Et cette personne, c'est Mike Newell. Mike Newell sera le premier réalisateur britannique de la saga et surtout... qui fait la part belle aux acteurs. On se connaissait très bien et je me sentais très à l'aise parce que j'avais parfaitement confiance en ses talents de réalisateur et sa manière de diriger. Ces films étaient à la fois très drôles et pleins d'émotions. C'est à lui qu'on doit la touchante comédie 4 mariages et un enterrement. I love doing the comedy. Qu'est-ce qui fait rire? Mais attention, car Mike a également un côté sérieux. Il avait quand même réalisé Donnie Brasco. Sérieux et sombre. Un énorme budget, un tournage à New York, Al Pacino, une pléiade de vedettes. Les Harry Potter, ça n'était pas rien, mais il en avait vu d'autres. Fidèle au poste après avoir travaillé sur les précédents Harry Potter, Peter MacDonald revient en tant que réalisateur deuxième équipe. Et tout le monde se réjouit de la nouvelle. Peter est très doué pour diriger des scènes d'action. Pour certaines séquences, c'est lui qui mettait au point tous les angles de vue. C'était à lui qu'on devait tous les plans. C'est l'équipe avec qui je passais le plus clair de mon temps. C'était une sacrée bande de voyous. On rigolait bien. Daniel et les autres acteurs adoraient travailler avec nous parce que l'ambiance était un peu plus détendue. Mais pour le département des effets visuels, la pression augmente de jour en jour. Plus on avançait dans les films, plus les effets visuels devenaient importants et nécessaires. Harry Potter avait la même exigence en termes d'effets visuels que les Marvel et les Star Wars. Mais pas de la même manière parce que Harry Potter était un mélange de fiction, d'historique, de fantasy et de fantastique, le tout ponctué de créatures magiques. Ce qu'on a fait paraît simple aujourd'hui, mais à l'époque, le simple fait de décider ce qui était faisable ou non nous obligeait à ouvrir de nouvelles voies. Ni les créatures rampantes, ni les sortilèges, ni les dragons, ni le labyrinthe enchanté ou encore les mondes aquatiques ne jamais sous-estimer les séquences sous-marines. Ne devrait poser de problème avec Mike Newell aux commandes. Lors de la toute première réunion de production, il a annoncé « Je ne connais absolument rien au fond vert, aux effets spéciaux et à tous ces machins. » Compte tenu de l'importance des effets visuels, personne n'est plus dérouté que Mike Newell ait été engagé pour ce film que Mike Newell lui-même. On tournait une scène sur fond vert. J'ai discuté avec Maggie Smith quand Mike s'est approché de nous. Elle lui a demandé « Au fait, ça fonctionne comment ce fond vert au juste ?» Et Mike a fait... Il a dit « Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Je vais devoir compter sur chacun de vous. » Ce qui ne m'a vraiment pas facilité la vie. Et qu'y a-t-il de plus compliqué que de faire un Harry Potter avec un réalisateur allergique à la technologie? Faire un Harry Potter sans Harry Potter. En effet, le planning contraignant pose problème au garçon qui incarne celui qui a survécu. Je crois que ses parents avaient peur que ce soit trop pour lui et que ça lui prenne tout son temps. Alors que tous les enfants du monde rêvent d'aller à Poudlard, Daniel Radcliffe, lui, rêve d'autre chose. Il voulait aller à l'école. Qu'on connaîtra une année tranquille à Poudlard? Non. Une vraie école. Si aucun arrangement n'est possible, Edwige la chouette n'aura plus qu'à faire suivre son courrier. Le studio a accepté de le laisser aller à l'école pendant presque une année entière. Ce qui signifie que Daniel Radcliffe sera finalement bien de retour aux côtés de Rupert Grint et Emma Watson. Ça a décalé le planning de 3 ou 4 mois, mais ça a été très bénéfique pour Daniel et tous les autres enfants. Mais avec la date de la sortie qui approche, il faut absolument décider ce qu'on doit filmer en premier. Trophée des 3 sorciers! Le tournoi est l'occasion d'accueillir à Poudlard des sorciers venus des 4 coins du monde et à tous les acteurs d'Angleterre de postuler pour un rôle. Quel casting! On était vraiment vernis. On se frottait les mains d'allégresse en pensant au jour où tous ces grands noms du cinéma seraient à l'affiche de nos films. Le nouveau professeur de défense contre les forces du mal... C'est Maugréf au l'œil. ...est interprété par Brendan Gleeson. Brendan était incroyable. C'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Pour le rôle du champion de Poudlard, Cédric Diggory, les producteurs se mettent en quête d'un visage neuf. C'est ainsi qu'ils découvrent une future star en la personne de Robert Pattinson. Et ce grand gaillard doit être Cédric, pas vrai? Oui, monsieur. Quand ils ont choisi Robert Pattinson pour incarner Cédric Diggory, je me suis dit, il est canon. Il y avait aussi Miranda Richardson dans le rôle de Rita Skeeter. Ça, vous le savez déjà. Marmande!
Et le rôle de Barty Croupton Jr. revient au héros de Doctor Who. David Tennant dans le rôle de Barty Croupton Jr. C'est un acteur extraordinaire, et il en fait vraiment des tonnes dans ce film. Et c'est pile ce qu'il fallait faire à cause de l'influence de vous savez qui. Vous voulez dire celui qui n'a toujours pas été casté? Le directeur de casting a dû devenir dingue. Un point qui restera en suspens avec d'autres aspects compliqués concernant le tournoi des Trois Sorciers. Le tournoi des Trois Sorciers nécessitait un énorme travail préparatoire à réaliser en très peu de temps. Il fallait vraiment avancer vite. La deuxième équipe a commencé à travailler 6 semaines avant pour s'occuper des séquences sous-marines. On voulait tourner tôt les scènes qui allaient être gourmandes en temps et en effets visuels. Au début, on a essayé de voir si on pouvait tourner les séquences sous-marines du 4e film en dry for wet. Utilisé dans des films comme James Bond, le dry for wet est une technique qui donne l'illusion qu'une scène est tournée sous l'eau. Pour ce faire, on suspend les acteurs à des câbles, on ralentit l'image, on utilise de la fumée. On a répété la scène samedi matin. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne rendrait jamais bien à l'écran. le dry for wet semble un peu dépassé. Il faut donc trouver une autre solution. Et vite, car le temps, c'est de l'argent. Harry Potter avait déjà rapporté une fortune. Je pense qu'on était quand même en droit d'obtenir tout ce qu'on demandait. Nous dire que telle chose était trop coûteuse ou que telle autre risquait de prendre trop de temps, c'était ridicule. Le département des effets visuels doit donc faire appel à une magie qui échappe totalement aux esprits moldus des producteurs et du réalisateur. Je ne connais absolument rien au fond vert, aux effets spéciaux et à tous ces machins. La machine bien huilée de Peter est sur le point de s'enrayer. Ça m'empêchait de dormir. Je me demandais dans quelle galère je m'étais embarqué. Le tournage de Harry Potter et la Coupe de Feu commence par l'une des séquences les plus difficiles du film, la seconde tâche du tournoi des Trois Sorciers. Finalement, on tournerait sous l'eau. Sans blague. Il devait se jeter à l'eau. Ça aussi, c'est évident. Les acteurs habitués à travailler sur terre ferme vont devoir apprendre à évoluer dans un tout nouvel environnement. Respirer sous l'eau, c'est compliqué. Potentiellement problématique. Potentiellement problématique. Ça remonte à quand la dernière fois où tu es resté 1 heure sous l'eau sans respirer? On a fait une piscine de 6 mètres sur 3, 3 mètres de profondeur. Mais tous les enfants ont dû suivre des cours de plongée. La piscine leur sert de zone d'entraînement. Ils s'en servaient pour les cours et les répétitions. Mais pour tourner la scène, il leur faut une plus grande piscine. Je voulais un bassin de 18 mètres sur 18 et de 6 mètres de profondeur. Si elle voit le jour, ce sera la plus grande piscine jamais construite pour un tournage en Europe. On a eu une très longue conversation avec les producteurs pour leur expliquer pourquoi on avait besoin d'une si grande piscine. Et John connaît bien le sujet parce qu'il a l'habitude des scènes sous-marines. Superman, 9 James Bond. Sans oublier Alien 2. Mais qui dit grosse piscine dit grosse dépense. Une chose que les producteurs David Heyman et David Baron préféreraient éviter. Peter MacDonald arrive alors à la rescousse. J'ai dû monter au créneau et dire aux producteurs, vous n'avez pas compris, on en a besoin, point. Mais s'ils n'ont pas écouté John, pourquoi écouteraient-ils Peter? Peter a été génial, il n'a rien lâché, il n'a fait aucune concession, mais il valait mieux ne pas le chercher. Si vous voulez cette séquence, il nous faut cette piscine. Les deux hommes tiennent bon. Et on a fini par obtenir notre piscine. Elle est encore utilisée aujourd'hui. Les choses avancent enfin, et le 4 mai 2004, le tournage du film peut commencer. Mais très vite, l'équipe se retrouve complètement sous l'eau. Les enfants ne pouvaient pas rester longtemps sous l'eau. Pour les ramener à la surface, il fallait qu'ils remontent tout doucement et qu'ensuite ils restent hors de l'eau pendant 1 heure avant de pouvoir replonger. Un procédé incroyablement long qui risque de mettre en péril le planning déjà très serré. À un moment, un des enfants, Daniel, je crois, a attrapé une otite. On a alors décidé de construire une cloche de plongée à la base de la piscine. Comme ça, les acteurs n'étaient plus obligés de remonter à la surface entre les prises. Ils pouvaient aller dedans pour se reposer car elle était remplie d'air. C'était mieux pour tout le monde, y compris eux. Une fois qu'ils étaient sous l'eau, ils y restaient. Daniel n'était pas un très bon nageur, mais il se débrouillait pas mal en apnée. À la fin, il était capable de tenir entre 1 minute et demie et 2 minutes. Quant à moi, je peux me vanter d'avoir passé 4 ou 5 mois immergé dans la plus grande piscine du monde. Depuis la cloche, ils pouvaient discuter avec le réalisateur via un microphone. Daniel et David restaient dans la cloche à plaisanter, jusqu'à ce qu'on les appelle. C'était un immense défi, mais l'enthousiasme de ces jeunes nous a vraiment facilité les choses. Félicitations, votre performance dans le lac était remarquable. Certains adultes nous posaient plus de problèmes que les enfants. Ça a été dur de rester assis derrière cette vitre pendant 6 mois, ça me rendait fou.
La séquence sous-marine présente des défis uniques pour chaque département. C'est par accident qu'on a découvert comment on allait faire les mains palmées. On avait essayé de fixer des petits morceaux de silicone entre les doigts, mais ils se détachaient sous l'eau. On avait essayé d'utiliser une espèce de petite membrane, mais ça n'avait pas marché non plus. Et un jour, une de mes employées était en train de laver ses collants dans l'évier, et je me suis rendu compte que lorsqu'on mettait sa main à l'intérieur d'un collant et qu'on écartait les doigts, le tissu s'étirait et devenait très fin. On aurait vraiment dit des mains palmées. Une solution très économique pour un film avec un budget de 150 millions de dollars. Lorsque Harry nage sous l'eau, il porte des collants qui remontent jusqu'aux épaules et qui sont collés sous son débardeur. C'est une belle victoire pour les effets pratiques, mais elle est de courte durée car les effets spéciaux numériques continuent à gagner du terrain. Beaucoup de choses ne pouvaient être faites que par effets spéciaux. Fini l'époque où les entreprises d'effets spéciaux britanniques étaient reléguées au second plan. Tout à coup, les effets spéciaux se sont mis à occuper une place très importante. À partir du 3e ou du 4e film, c'était en grande partie des entreprises britanniques qui s'occupaient de tout ça. Tim Burke, le superviseur des effets visuels, voit donc son rôle grandir au sein de la franchise. Pour le 4e film, j'étais sur le plateau. Je travaillais avec les différents chefs de département, mais également avec le réalisateur. Je faisais vraiment partie de ceux qui créaient le film. Si le tournage d'une séquence sous-marine semble relever des effets pratiques, en réalité, le Grand Bleu nécessite une bonne dose de verre. C'était un sacré défi et je crois que c'était la première fois qu'on tentait ce genre de choses. Je me souviens de très longues conversations au sujet de l'apparence des sirènes. Conversations auxquelles participe le réalisateur Mac Newell. Mike se fichait un peu de l'aspect visuel des choses. Je ne connais absolument rien au fond vert, aux effets spéciaux et à tous ces machins. Il se contentait de dire « il nous faut des sirènes, il faut qu'elles soient sous l'eau, débrouillez-vous avec ça ». Les concepteurs de personnages sont donc livrés à eux-mêmes. Quand on dit sirène, tout le monde pense à la petite sirène. Celle-ci était à l'opposé d'Ariel. C'étaient des êtres incroyablement sauvages, lugubres, méchants. C'était un vrai défi pour les concepteurs de les rendre effrayantes. Il fallait que ça fasse vraiment peur, mais pas trop non plus, parce que c'était quand même un film familial. Si une bonne frayeur peut être amusante, Tim reçoit une nouvelle qui, elle, lui glace le sang. Quelqu'un est venu me chercher sur le plateau et m'a dit qu'il fallait que je rappelle mon frère. C'était très inhabituel. Et j'ai appris que ma mère s'était fait renverser en traversant la rue. Pendant le tournage du 4e volet de la saga Harry Potter et la Coupe de Feu, Tim Burke, le superviseur des effets visuels, reçoit une terrible nouvelle. D'un coup, tout est relégué au second plan et on se met à se concentrer sur ce qui est vraiment important, la famille. Ma mère s'est fait renverser, puis elle a été conduite à l'hôpital où elle a passé près de 12 heures au bloc. Et malheureusement, après 2 semaines sous assistance respiratoire, on a dû la débrancher. Ça a été une période très traumatisante pour moi. Et malgré cette nouvelle absolument tragique, Tim revient travailler. C'est très dur quand on vient de subir une telle perte et que l'on est en deuil, de devoir travailler. Parce que oui, il faut bien travailler. Le jour où je suis revenu, je marchais dans les couloirs de Leavesden et la première personne que j'ai croisée, c'est Peter. Il s'est approché de moi et m'a fait un énorme câlin. Ça m'a beaucoup ému parce qu'il avait cette réputation de réalisateur sévère et bourru. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Ça va aller ». Ça m'a beaucoup touché et ça a vraiment fait la différence. Pendant que Tim reprend peu à peu ses marques, la post-production poursuit sa course effrénée vers la ligne d'arrivée. Et plus le temps avance, plus le film, comme le livre, devient long. Un problème que Mick Odsley doit impérativement résoudre. Je peux vous dire que ça m'a causé quelques nuits blanches. Mais s'il y a bien un personnage qui ne sera pas coupé au montage, c'est celui d'Argus Rusard, interprété par David Bradley. Mike m'a juste dit « fais ce que tu veux ». Et sentant que le film pourrait avoir besoin d'un peu de légèreté... Je voulais faire en sorte que ce soit drôle, alors j'ai fait la démarche la plus ridicule que je pouvais imaginer. Ensuite, je devais murmurer à l'oreille de Mike Gambon que les invités étaient arrivés. Et on a eu beaucoup de mal à se retenir de rire, parce que, comme on chuchotait, on ne se disait que des insanités. Il adore plaisanter et prendre quelques libertés avec le texte. Et leur directrice, Madame Maxime. L'arrivée d'un autre personnage donne à tout le monde l'impression de voir double. De la même façon qu'on avait un double géant pour Hagrid, il a fallu en faire un pour Madame Maxime.
Bah dis donc, c'est ce qu'on appelle une grande femme. Seulement le double de Madame Maxim n'est pas une femme. C'était un homme du nom de Ian Wright qui mesurait dans les 2,10 m. Cet ancien joueur de basket européen va devoir se parer d'accessoires féminins. On lui a mis des chaussures à talons. Et il a intérêt à ne pas avoir deux pieds gauches. Il fallait qu'ils dansent tous les deux. Car il va devoir passer du terrain de basket à la piste de danse avec un masque et des talons hauts tout en incarnant le personnage de Madame Maxim. Frances de la Tour a dû apprendre à Ian à bouger comme elle. Il fallait qu'il imite sa façon de jouer, qu'il sache où placer ses mains par rapport à ses vraies mains à elle, ou placer ses pieds par rapport à ses vrais pieds à elle, et essayer d'exagérer un peu les mouvements pour faire en sorte que ça ait l'air naturel. C'était une chorégraphie assez spectaculaire. Ils ont tous les deux travaillé très dur pour arriver à ce résultat. David Bradley, lui, a un partenaire de danse beaucoup plus petit. Je suis content qu'ils aient gardé ça. C'est un autre moment où l'on se dit que finalement, Rusard n'est peut-être pas si méchant, vu qu'il aime son chat au point de danser avec lui. Ça tranchait avec son côté sévère, mais tant pis. Warwick Davis, lui, danse avec absolument tout le monde. Pour rire, Warwick a suggéré de faire un slam et ils l'ont pris au mot. Loin des fonds verts, Mike Newell est dans son élément. Là, il n'y avait aucun effet visuel à gérer, que de l'humain, et c'est justement ce pourquoi Mike Newell était doué. Dans le 4e film, je suis revenue en tant que figurante pour le bal de Noël. Et je me souviens que Mike Newell se donnait à fond. Peut-être même un peu trop. Un jour, il s'est jeté par terre pour leur montrer comment faire. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de faire ça, qu'on avait des cascadeurs pour ça. Il était tellement enthousiaste. Et puis on a découvert qu'il s'était fêlé une côte. Mais Mike doit faire face à un problème beaucoup plus énorme et plus effrayant. Comment comptes-tu t'y prendre avec ton dragon? Au point culminant du film. Ils voulaient une tête grandeur nature, donc on l'a fabriquée. Puis ils ont dit qu'ils voulaient des griffes grandeur nature, donc on les a fabriquées elles aussi. Puis ils nous ont dit qu'ils voulaient juste un plan du dragon dans sa cage, et que ça ne nécessitait pas d'effets visuels, mais qu'il fallait que ce soit spectaculaire. Et Nick Dodman et le département de conception des créatures s'y connaissent bien en spectaculaire. Je suis partisan des travaux pratiques. Comment donner vie à un dragon uniquement avec des effets pratiques? Nick voulait fabriquer le Magyar à pointe. C'est moi qu'on traite de malade. Il a été construit sur le mécanisme du basilic, qui avait été lui-même construit sur le mécanisme d'Aragog. On a modelé les parties qui manquaient et on a fabriqué ce dragon. Je n'étais qu'une marionnette rudimentaire, mais on l'a placé et John Richardson a installé un lance-flamme à l'intérieur. Tu en es sûr? Oh oui. C'était très réaliste. On l'a testé de nuit dans le parking et en le voyant, Mike Newell s'est mis à hurler de joie. C'était vraiment un chouette souvenir. Je suis allé dans la forêt et il n'y avait aucune lumière dans cette séquence. Tout est éclairé uniquement par le feu. Et quand j'ai vu le dragon se mettre à cracher des flammes au milieu de cette clairière en pleine nuit... Je dois reconnaître que ce Magyar à pointe est une vraie saleté. Je me suis dit, waouh, on a fabriqué un dragon, c'était génial. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus? Mais avec les avancées de l'imagerie numérique, les effets spéciaux gagnent de plus en plus de terrain. On sentait que c'était sans doute la dernière grosse chose qu'on construirait. Tout sera différent maintenant, n'est-ce pas? C'est triste, parce qu'il y a quelque chose de très excitant à avoir bougé quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui a l'air vrai. Et même si la scène de combat requiert elle aussi un dragon fait de 1 et de 0, Tim Burke et Peter MacDonald doivent néanmoins être parfaitement en phase. On a tourné toutes les séquences de dragons dans l'arène. C'était très difficile de travailler dans ce décor, parce qu'il y avait des rochers, des ravines partout. Pour atteindre le niveau de précision requis, ils prennent des caméras guidées par ordinateur. Puis il saute sur son balai et s'envole. On s'est servi de bras articulés pour créer les images d'arrière-plan. Et on a filmé Harry sur un faux balai inclinable devant un fond bleu. L'équipe a fait du chemin depuis le match de Quidditch du premier film, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. À la base, il ne devait y avoir qu'un plan large de Poudlard avec Harry qui tourne autour du château avant de partir au loin. Mais José sait qu'il y a mieux à faire. À force d'escalader la maquette depuis des semaines, j'avais repéré des angles vraiment intéressants qu'on ne pouvait pas voir à moins de grimper là-haut soi-même. José fait donc en sorte que tout le monde puisse les voir. On a fait plusieurs plans fixes et à partir d'un ou deux d'entre eux, on a créé la grande scène de combat où le dragon grimpe sur le toit de la tour du directeur. Et si José veut qu'on lui donne plus de travail, le voilà servi.
Il a fallu faire une version plus large du toit de la tour du directeur. On était passé de 3 plans à une quarantaine de plans, ce qui nécessitait 2 semaines de tournage. Mais l'heure tourne et les producteurs ne voient pas d'un très bon œil ces 2 semaines de tournage supplémentaires. Mike Newell renonçait facilement à ce qu'il avait vraiment envie de faire quand on lui disait que ça risquait de coûter trop cher ou de prendre trop de temps. La séquence du dragon est donc mise en suspens et la production demande à Peter d'avancer. Ils se sont dit, tant pis, on s'inquiétera de ça plus tard. C'était sûr que ça finirait par se retourner contre eux. Pour la 3e et dernière tâche du tournoi des 3 sorciers, la production fait construire un véritable labyrinthe dans les studios de Pinewood à Londres. Parce qu'on n'avait plus la place à Leavesden. Ils ont construit le labyrinthe entier. Parfois, des membres de mon équipe disparaissaient parce qu'ils restaient bloqués dedans. Et ce ne sont pas les seuls. Ne vous moquez pas, mais une fois, je m'y suis perdu pour de bon. L'idée, c'est que le personnage ignore totalement où il est, contrairement au public. Et pour le monteur, Mick Hodgsley, c'est un véritable casse-tête. Je n'y arrivais pas. Heureusement, le monteur son l'aide à retrouver son chemin. En général, je ne mets jamais de musique sur les images aussitôt. Je préfère voir les problèmes sans le confort de la musique. Mais là, quand j'ai vu les images avec la bande-son et que je me suis retrouvé face à quelque chose qui ressemblait enfin à un film, j'ai tout de suite compris ce que je devais faire. Je savais enfin où j'allais, ce qui est paradoxal, je vous l'accorde. Mais sans mauvais jeu de mots, je savais où j'allais dans ce labyrinthe. Maintenant que la scène du labyrinthe est en bonne voie, il est temps pour le public de faire la rencontre de vous savez qui. Sauf que ce seigneur des ténèbres-là est légèrement différent de celui des romans. J.K. Rowling a dit que ça se disait Voldemort. Mais dans la version originale, tout le monde prononce le T à la fin. Severus Snape was indeed a Death Eater, and prior to Lord Voldemort... Lord Voldemort. 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 Vous devez être très courageux pour oser dire son nom. Ce sorcier s'appelait... Il s'appelait... C'est la marque des ténèbres. Voldemort. Mais la grande question, c'est qui incarnera celui dont on ne doit pas mal prononcer le nom? Il y a toujours eu cette volonté de créer le suspense et l'anticipation. Les fans voulaient voir Voldemort. Jusqu'ici, on a vu le Seigneur des Ténèbres à l'arrière d'un crâne. Adolescent, même pas capable de prononcer son propre nom. Et dans le 3e film, il n'apparaît même pas, bien que l'on ressente en permanence sa présence menaçante. Les fans meurent d'envie de voir Voldemort, mais surtout ils meurent d'envie de savoir qui incarnera Voldemort. Pour Voldemort, on a fait des premiers essais de maquillage sur un acteur. Les enfants étaient terrifiés. Parmi les acteurs pressentis, on trouve l'américain John Malkovich, le très british Rowan Atkinson, mais c'est un autre acteur qui se voit offrir le rôle. Ralph Fiennes était parfait pour incarner un sorcier maléfique. C'est l'un des plus grands acteurs classiques. Sans compter qu'il n'a jamais eu aucun problème à incarner quelques-uns des pires monstres de l'histoire du cinéma. Ralph Fiennes voulait refuser le rôle, mais ses nièces et ses neveux l'ont supplié d'accepter. Alors il a fini par changer d'avis. Quand j'ai appris qui avait eu le rôle, je me suis dit que Ralph était l'acteur idéal. Et finalement, tout le monde est invité à la soirée de présentation de Voldemort. Il est absolument diabolique, mais il a cette façon de parler qui fait que l'on comprend que certaines personnes puissent être sous son emprise. Je peux te toucher. Il était terrifiant et sans artifice. C'est le genre d'acteur qui donne froid dans le dos. Il faut dire qu'il a un de ses regards. Quant à son personnage, il était vraiment glaçant parce que tout ce qu'il faisait était totalement crédible. Et il fallait que ça le soit. En offrant le rôle à Ralph Fiennes, il semble que les producteurs ont eu le nez creux. D'ailleurs, en parlant de ça... David Heyman a suggéré qu'on lui enlève le nez pour coller au livre. On a fait plusieurs tests. On a essayé de mouler une prothèse pour dissimuler le nez et lui donner cette apparence de serpent, mais ça finissait toujours par lui donner des airs de Grinch. Alors on s'est dit que ce serait mieux de faire ça numériquement. Ce qui vient encore augmenter la charge de travail de l'équipe de post-production déjà débordée. Les effets visuels ont dit « ça va coûter une fortune, il est sur tous les plans, c'est un cauchemar ». La pression pour être prêt dans les temps est bien réelle, mais les effets spéciaux ne sont pas le seul grain de sable dans le rouage.
On a un temps extrêmement limité avec les jeunes acteurs, environ un tiers du temps qu'on aurait avec un acteur adulte. Ce ne sont que des enfants. Les enfants doivent avoir leur pause, sinon on est hors la loi. Donc même une journée qui a l'air simple sur le papier devient tout de suite très compliquée. Les contraintes horaires des enfants et les nouvelles demandes en effets visuels sont source de stress pour le réalisateur technophobe. Il doit être déjà suffisamment inquiet. Comme j'étais sur le plateau avec lui, je devais souvent le guider. Et je l'énervais beaucoup parce qu'on faisait énormément de choses qu'il avait du mal à comprendre. Ça l'agaçait. Mais il y a une scène dont le tournage prend tellement de temps que Mike finit par perdre son sang-froid. C'est la scène où Folleuil se transforme. Folleuil se transforme en Barty Croupton Jr. et il fallait que les deux acteurs jouent chacun les deux rôles. Bien souvent, une scène devait être tournée 4 fois. Elles étaient tellement compliquées. Il arrivait que les deux équipes mettent 2 à 4 jours à boucler un quart de page. Sur ses autres films, Mike n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. Donc ça a généré chez lui une certaine frustration. Et certaines personnes en ont malheureusement fait les frais. C'en est trop pour Mike, il craque. Il ne comprenait pas ce qu'on faisait et ça l'a vraiment énervé. Et il était plutôt du genre colérique. Il a pas mal juré. C'était très fleuri. Beaucoup de cris ce jour-là. La seule chose que le réalisateur en colère comprend au sujet des effets spéciaux, c'est qu'ils prennent trop de temps. Il y a une blague qui dit que si on finit 2 plans dans la journée, c'est déjà beau. Et même s'il s'agissait d'un film à gros effets visuels, on était considérés comme ceux qui ralentissaient tout le monde. On faisait perdre de l'argent à la production. McDonald et son premier assistant Carreras refusent de changer leur méthode de travail. On ne pouvait pas aller plus vite, et Chris et moi, on le savait. S'ils disaient qu'ils avaient besoin de plus de temps, c'est qu'ils avaient besoin de plus de temps. Point barre. Ils savaient de quoi ils parlaient, plus que n'importe qui d'autre dans le studio. Voyant les retards s'accumuler, David Heyman commence à voir rouge. Tout ce qui intéressait Heyman, c'est que le travail soit fait dans les temps. Il voulait croire que c'était presque dans la boîte. Devant la montagne de scènes encore inachevées qui se dresse face à lui, Peter McDonald prend les devants. Il voulait croire qu'on avait terminé. On leur a expliqué que non. Mais vous vous souvenez de la scène du dragon? Ils se sont dit tant pis, on s'inquiétera de ça plus tard. Ça finirait par se retourner contre eux. Et Peter ne croit pas si bien dire. Vous vous rendez compte du nombre de scènes qu'on n'a même pas encore touchées? Mais ils ne nous ont pas écoutés parce qu'ils voulaient croire qu'on avait terminé. Peter a beau avoir prévenu les producteurs, c'est sur lui que retombe toute leur foudre. Bientôt, nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Ils sont arrivés et ils se sont mis à renvoyer tout le monde. C'est une blague? Les producteurs refusent d'admettre la réalité et c'est la deuxième équipe de Peter McDonald qui en fait les frais. La réalité, c'est qu'on n'avait pas fini. On n'avait pas tourné ceci, on n'avait pas tourné cela. On leur a dit ce qu'il en était, mais c'est le genre de choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. T'es complètement idiot. Ils ne voulaient croire que ce qu'ils voulaient croire. De vous rendre... Acceptera-t-il de se plier aux exigences des producteurs? Je suis un vieil homme arrogant. De toute évidence, il ne va pas se laisser faire. Les producteurs décident donc de s'en prendre à lui. On a tous été renvoyés. C'est complètement délirant. Une guerre dont le monteur est loin de se douter. Ah bon, on a fini. La nouvelle n'est jamais parvenue jusqu'à ma salle de montage. Je soupçonne Mike d'avoir voulu me préserver de tout ça. Parce que si j'avais été au courant, vous m'auriez vu allongé par terre en train de suffoquer. Vous voyez, quand Dumbledore prend sa baguette, extrait une pensée de son esprit et s'en débarrasse, c'était un peu ça. C'est la post-production qui occupe tous les esprits. J'étais le seul monteur, épaulé par mes incroyables collègues. Je crois qu'on devait être 9 en salle de montage. Bienvenue, mes amis. Il fallait qu'on gère la longueur et le volume des images qui arrivaient. Dans le cas d'un film à gros effets visuels, surtout celui-ci, c'est un exercice très particulier, car pour vous donner un exemple, un plan peut être constitué d'une vingtaine d'éléments, ce qui pour nous représente une somme de travail colossale. Et la moindre séquence comporte son lot de défis. Curieusement, il y a une scène toute bête, celle où Maugrey Folleuil déplace l'araignée dans la classe. N'aie pas peur, elle ne te fera aucun mal. Mais sur les images que Mick monte, ce n'est pas une araignée, mais... une balle de tennis. Ce qui est difficile, c'est de déterminer la valeur du plan que l'on va conserver, car ce plan, il va falloir le développer moyennant finance. Donc on doit toujours essayer d'anticiper dans sa tête comment les choses pourraient évoluer. Et c'est vraiment le genre de choses qui vous empêche de dormir la nuit. Pour essayer de rester à jour dans le planning, les scènes sont montées à la carte au fur et à mesure qu'elles arrivent. Tout avait lieu au même endroit, le tournage, le montage, tout. Il y avait même le zoo juste à côté. Je passais devant les chouettes pour me rendre au travail.
Mais plus Mick et son équipe avancent, plus il apparaît clair que beaucoup de scènes sont... Enfin, vous savez... En montant certaines scènes, je découvrais que la séquence comprenait plus de plans d'effets visuels que ceux qui avaient été prévus dans le storyboard. On vous avait prévenu que ce n'était pas fini. Vous devriez le savoir, ce n'est pas à nous de vous apprendre à vous, les producteurs, que le film n'est pas terminé. Prenant la mesure du nombre de scènes qui doivent encore être tournées, les producteurs ravalent leur fierté et décrochent leur téléphone. Et ils ont réengagé des gens pour 6 ou 7 semaines. Un grand soulagement pour le fan club de Peter MacDonald. Tout film qui perdrait Peter MacDonald perdrait une personne extraordinaire. Il m'envoie toujours une carte à Noël. J'ai ouvert celle de cette année pas plus tard que tout à l'heure. Les producteurs reviennent enfin à la raison et demandent à Peter de terminer ce qu'il a commencé. Au fait, on reprend lundi parce que... Et là, je les interromps et je leur dis... Non, comment ça, non? Tu te moques de moi! Il semblerait que Peter ait mis les producteurs sur sa liste noire. Quand on ne vous écoute pas, il faut passer à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Peter se console en travaillant sur d'autres méga franchises. Il imaginait une fin différente. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y avait un petit quelque chose qui me dérangeait au niveau du scénario, à la fin du film. Et en regardant les rushs avec Mike Newell, son sentiment d'insatisfaction ne fait qu'augmenter. Dégagez la piste! On a tous les deux convenu qu'à partir du moment où on assistait à l'arrivée des autres écoles, le film serait bancal si on ne les voyait pas également repartir. On n'en restera pas là! Par conséquent, non seulement la production a une nouvelle scène à tourner, mais le scénariste Steve Kloves a une nouvelle scène à écrire. Et quand j'ai vu le carrosse volant s'en aller, j'ai su que cette fois, c'était bon. Mais ils n'ont pas tout à fait fini, car rappelez-vous... Ça finirait par se retourner contre eux. De nombreuses scènes sont encore... Avec la date de sortie qui approche à grands pas, tout le monde est mis à contribution. On devait tourner la scène où Harry dégringole du toit. Ce n'était pas sans danger. Si Daniel baissait trop les pieds pendant sa glissade le long du toit, le haut de son corps risquait de basculer vers l'avant, ce qui fait que le câble se serait détendu et retendu d'un coup sec. Mais heureusement, grâce aux années d'entraînement physique que j'avais faites avec lui, je savais que ses abdominaux étaient suffisamment puissants pour lui permettre de garder les jambes au-dessus de la surface du toit pendant sa chute. Et en tant que sa doublure, j'étais très fier de lui. J'ai travaillé sur cette séquence jusqu'au jour du doublage. Et peut-être même au-delà. Mais rien n'est encore joué, car le plus long et le plus sombre Harry Potter jamais tourné doit faire face à un dernier défi, la projection test. J'avais des doutes au sujet de notre film. Il était très long, il était très sombre. J'avais très peur que le public ne suive pas. Le film a commencé et moi je me rongeais les ongles, la boule au ventre. Pourvu que ça se passe bien. Pourvu qu'on ne soit pas les premiers de la franchise à se planter. Harry Potter doit relever plusieurs défis dans la coupe de feu, mais ce n'est rien comparé à celle qui attend les producteurs à Chicago. Au bout de 15 mois, on présentait non pas un film tout à fait terminé, mais une ébauche à Chicago pour une projection test. On ne revient pas en arrière. Et pas n'importe laquelle, car c'est la toute première fois que Mick assiste à une projection test de Harry Potter. Le public ne savait pas ce qu'il allait voir. Un membre de l'équipe de recherche marketing a pris la parole et a dit « Vous allez être les premiers à voir... » Et avant même qu'il ait eu le temps de finir de prononcer le mot « Harry », un enfant qui était assis devant moi a fait « Oui ». Mais plus haute est la barre, plus dure pourrait être la chute. J'ai peur pour toi. La mort de Cédric me faisait un peu peur. Je redoutais la réaction du public. Lors d'une projection test, on est assis au milieu de tout le monde. Et pendant la séance, on aurait pu entendre une mouche voler dans la salle. Je me disais, mince, c'est si mauvais que ça? Alors j'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous ces visages d'enfants totalement fascinés. D'une manière que je n'avais encore jamais observée lors d'une projection test auparavant. J'adore la magie. Les enfants aiment être plongés dans l'univers d'Harry Potter. Et ils pourraient y rester encore plus longtemps si on le voulait. C'est ce qui rend ce film absolument unique. Le 5 novembre 2005, la place de Leicester à Londres accueille une fois encore la première de Harry Potter. Mais avec la coupe de feu, c'est la première fois qu'un réalisateur britannique s'adresse à la presse. It's really very difficult stuff, but a lot of it was fantastic fun. Tout le monde est là, même le dragon de Nick Dodman.
Et toutes les inquiétudes sont balayées par des critiques dithyrambiques et par 890 millions de dollars de recettes. Néanmoins, le film divise et un fossé commence à se creuser entre les fans des livres et ceux des films. Beaucoup de fans étaient déçus que certains éléments du livre ne soient pas dans le film. Où ils sont d'ailleurs? Tellement de choses avaient été enlevées. Le film aurait pu être mieux. Il manquait tellement de choses. C'est vrai, à commencer par Percy Weasley. Mais tant que J.K. Rowling continuera à écrire des livres que tout le monde s'arrache, Heyman et la Warner continueront à les adapter. Évidemment qu'on allait continuer à produire la série. La question ne se posait même pas. Le seul changement, c'est que le réalisateur, Mike Newell, ne reviendra pas. C'était très dur de reprendre un tel flambeau où tout est déjà bien établi. Je trouve qu'on lui en a demandé énormément. Encore une fois, c'était le premier livre de la série à être aussi long. Moi, je compatis. Il faut dire que son aversion pour le numérique ne l'a pas vraiment aidé. Et à la fin du film, il a dit qu'il ne comprenait toujours rien au fond vert et aux effets spéciaux. Enfin, selon Peter, ce serait plutôt... Au début du film, il s'y connaissait très peu et à la fin du film, il s'y connaissait encore moins. Je n'ai plus à m'inquiéter pour ma carrière, alors je peux dire ce que je veux. Avec une telle attitude, devinez qui ne sera pas là non plus pour le prochain film. Terminé. Voilà ce qui se passe quand on dit la vérité. La machine bien huilée dont Mike Newell a hérité n'existe plus. Peter MacDonald est parti. La Warner demande une révision du budget et une fois encore, la franchise est en quête d'un nouveau réalisateur. Mais cette fois, la Warner et David Heyman rêvent d'une histoire qui dure. Tout à coup, on se rend compte qu'on est face à quelqu'un de nouveau et que par conséquent, tout va être différent. Et je crois que ça ne plaisait à personne. C'était des postes importants, le réalisateur, le directeur de la photographie, qui changeaient d'un film à l'autre. Les producteurs se sont dit que le mieux, ce serait de trouver une personne à qui ils pourraient confier le reste de la saga, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Mais savoir ce qu'on veut et l'obtenir sont deux choses bien différentes. Les choses à Poudlard sont pires que je ne le craignais.